Un autre droit, c'est le droit, bien sûr, aux intérêts moratoires. Le droit aux intérêts moratoires. Qu'est-ce qu'on entend par les intérêts moratoires? Les intérêts moratoires, bien sûr, on parle du délai de paiement. Un délai de paiement, bien sûr, s'il y a un retard de paiement, parce que le paiement, comment il se fait? Le paiement, il y a un délai de paiement des acomptes, des décomptes plutôt. L'ancienne législation relative au droit des intérêts moratoires, il a fixé le délai de paiement dans un délai de 90 jours. Mais la dernière législation, il a réduit le délai, et là, bien sûr, réduit le délai dans un délai de 60 jours. C'est-à-dire, 60 jours, ça commence d'à partir du service fait. Une fois la personne qui est réservée ou bien qui est nommée par le maître d'ouvrage de certifier ou bien de réceptionner les travaux dans le PV de réception, soit on parle de la réception partielle, une fois il va témoigner que le service fait, on va compter un délai de 60 jours pour la préparation de la compte et l'amendement et le paiement. Cette opération doit être faite dans un délai de 60 jours. Il faut que l'administration ne respecte pas le délai de 60 jours, alors elle va payer les intérêts moratoires pour le co-contractant. Parce que l'administration n'a pas le pouvoir de payer les décomptes au moment où il veut, bien sûr, pour protéger les droits de ce co-contractant, alors pour éviter aussi ce qu'on appelle l'inflation budgétaire ou bien l'inflation financière. Parce que une fois j'ai un décompte qui est pour montant 3 ou bien 5 millions de dirhams, je ne peux pas attendre plus que 60 jours parce que moi j'ai des obligations. Une fois on va dépasser 60 jours, tu vas me payer dans un délai de 6 mois, j'aurai des problèmes. Alors, l'administration, il paye des intérêts. C'est pas des sanctions, mais des intérêts. Mais ces intérêts moratoires, bien sûr, ils sont préparés ou ils sont calculés en fonction d'une manière arithmétique selon une équation. Bien sûr, si on aura le temps, on va vous démontrer comment on prépare, comment on calcule les intérêts moratoires. Ça dépend, c'est-à-dire en fonction de l'opération arithmétique. Alors, un autre droit, si, comme on a dit, bien sûr, les obligations personnelles, que le contracteur avec l'administration, il a l'obligation d'exécuter personnellement ses obligations contractuelles. Mais ce principe, il connaît certaines dérogations. Parmi la première dérogation, c'est qu'il a le droit à la sous-traitance, c'est-à-dire de passer des contrats de sous-traitance avec d'autres fournisseurs ou bien d'autres entreprises. Bien sûr, le droit à la sous-traitance, il est réglementé par la loi. C'est-à-dire que le co-contractant avec l'administration, par exemple, prenons l'exemple des marchés des travaux, il a le droit de passer des contrats de sous-traitance, mais à condition que les contrats ne dépassent pas 50% de la masse des travaux. Et que la nature des travaux, bien sûr, ne contient pas la consistance de la masse des travaux. C'est-à-dire, pour vous expliquer bien, c'est-à-dire une entreprise qui a pris un marché de construction, par exemple, comme un amphithéâtre, comme celui-là, alors, il a le droit de passer des contrats de sous-traitance avec un électricien, ou bien avec un menuisier, pour préparer les sièges, pour préparer les bureaux, avec quelqu'un du câblage, c'est-à-dire les travaux qui c'est-à-dire que ne contient pas, bien sûr, la base du marché, mais à condition de ne pas, bien sûr, de ne pas dépasser 50% de la masse du travail. Alors, il a aussi le droit, un autre droit qui est un droit qui est très important, et là, le droit à nantir le marché. Ce droit d'annantissement du marché, c'est un droit très dangereux. C'est très difficile de présenter ou bien d'annoncer un marché devant les institutions bancaires pour avoir un crédit. Mais malgré ça, le législateur, vu l'importance du nantissement du marché, elle était réglementée par l'ancien DAI de 48. Mais aujourd'hui, elle est réglementée par un nouveau DAI de, je pense,
13, quelque chose comme ça, mais un dari qui fait le renvoi, bien sûr, au dari des obligations, des contrats, et que même le décret du 20 mars, mais aussi, il y a le dari relatif au investissement du marché, bien sûr, et là, mis la possibilité de présenter au bien dans l'entier des marchés devant les institutions bancaires pour avoir des crédits en cas de difficultés budgétaires ou bien en cas de difficultés financières par les entreprises, d'avoir des crédits, mais bien sûr, pour préserver, mais en préservant, bien sûr, le droit aux administrations, bien sûr, et sous le contrôle des contrôleurs financiers ou bien des contrôleurs assignataires. Bien sûr, il y a bien sûr les conditions qui sont mentionnées, bien sûr, par le DAI. Mais en fait, quand ça reste un droit, mais un droit, bien sûr, que l'entreprise peut jouir de ce droit, mais des conditions très réservées et très strictes, parce que c'est très difficile d'entir un marché devant les institutions, parce que l'entreprise ne possède pas le marché. Le marché, c'est une position de l'administration. Alors, qu'est-ce qu'il va mentir? Et malgré ça, pour faciliter la tâche à l'administration, aux entreprises, le législateur est là, donné à travers le DAER relatif au lotissement du marché, la possibilité de mentir le marché par l'entreprise co-contractante avec l'administration, mais des conditions, donc des conditions qui sont énumérées par le DAER relatif au lotissement du marché. Alors, il a aussi le droit aux avances. Une fois, par exemple, il a des difficultés budgétaires et que le bordereau estimatif des prix, le CPS, il montre c'est-à-dire la manière de paiement. Soit le paiement des décomptes, soit va se faire d'une manière trimestrielle, ou bien semestrielle, ou bien annuelle, ça dépend des modalités de paiement. Mais s'il y a des difficultés, il a le droit aux avances. C'est-à-dire l'administration peut lui donner des avances dans le cadre c'est-à-dire pour lui faciliter la tâche. Parfois, l'administration aussi jouit d'un droit, parce que quand on parle des prérogatives de l'administration, parmi ces prérogatives de l'administration, il y a le droit de résiliation. Le droit de résiliation pour motif d'intérêt général, il y a la résiliation pour sanction, il y a la résiliation par la force de la loi, il y a la résiliation après convoi de la mise en œuvre. Mais parmi aussi les prérogatives accordées à l'administration, il a le droit de réduire la masse des travaux ou bien de diminuer la masse des travaux ou bien d'augmenter la masse des travaux. Mais parfois l'administration, il peut diminuer d'une manière excessive la masse des travaux. À cette fois-ci, le contracteur avec l'administration, il a le droit de demander la résiliation des contrats à son initiative. C'est lui qui présente la demande pour l'administration pour faire la résiliation du contrat. Bon, c'était les droits, les obligations accordées au contracteur avec l'administration. Maintenant, on va essayer bien sûr, d'étudier et de mentionner quelles sont les prérogatives accordées à l'administration. Alors, l'administration, il a le pouvoir de contrôle, de direction, je parle. La première fois, on parle de la direction, après on va parler du contrôle. Alors, comment l'administration dirige le marché? Parce qu'il y a une différence entre direction et contrôle. Alors, comment l'administration, elle dirige le déroulement du marché? La première des choses, il y a la technique qui est très connue, c'est la technique de l'ordre de service. Alors, l'ordre de service, elle est répartie entre 3 types d'ordre de service. Il y a l'ordre de service de commencement des travaux, il y a l'ordre de service d'arrêt des travaux, il y a l'ordre de service de reprise des travaux. Alors, le co-contracteur avec l'administration ne peut jamais commencer les travaux une fois qu'il n'a pas reçu l'ordre de service. Malgré que le contrat il est conclu, alors il ne peut pas commencer les travaux puisqu'il n'a pas encore reçu l'ordre de service de commencement. Alors, parfois pour des nécessités, l'administration peut lui envoyer un ordre de service d'arrêt des travaux. Alors obligatoirement, il doit s'arrêter. Une fois l'administration il va décider, ou bien il va apprécier que le motif
qui a poussé l'administration à arrêter les travaux et les disparus, à ce moment-là, il peut lui envoyer un autre ordre de service qu'on appelle arrêt de reprise des travaux. Alors, la technique de l'ordre de service, c'est une technique très importante. Commencement, arrêt, reprise. Commencement, arrêt, reprise. C'est à travers la technique de l'ordre de service que l'administration, il dirige les travaux. La deuxième technique, c'est la personne qui est chargée par le maître d'ouvrage à suivre le marché. Parce que un marché qui est conclu par un maître d'ouvrage, une fois on parle d'un maître d'ouvrage, c'est qui? C'est l'administration. L'État, les établissements publics, les collectivités territoriales. Bien sûr, l'administration, elle est représentée par des personnes. Bon, pour chaque personne, il y a la représentativité de l'administration. On parle des présidents de la commune, celui qui représente la commune dans la vie civile. Mais, pour l'établissement public, il y a le directeur. Pour les services de l'État, il y a le ministre ou bien les personnes que les ministres peuvent déléguer cette compétence. Mais le maître d'ouvrage ou bien l'ordonnateur, une fois on parle de maître d'ouvrage, on comprend l'ordonnateur, c'est-à-dire la personne qui est chargée d'exécuter budgétairement, et celui qui a lancé le marché, c'est-à-dire celui qui représente l'administration. Il va nommer une personne qui va être chargée de suivre l'exécution du marché sur terre. C'est lui qui va faire le suivi, c'est lui qui va apprécier, et c'est lui qui va contrôler, et c'est lui qui va nous dire dans quelle mesure le co-contracteur avec l'administration respecte la législation, respecte le CPS, respecte toutes les mentions qui faisaient objet de contrat de marché. À travers quoi? À travers, bien sûr, les réunions de chantier, à travers les recommandations qui sont citées parce que quand on parle de la réunion de chantier, c'est une obligation. Par exemple, dans les marchés des travaux, il y a un marché, il y a un chantier. Alors, dans chaque chantier, il y a des obligations personnelles qui s'imposent pour le contractant avec l'administration, qui sont des mesures ou bien des obligations relatives au chantier. Alors, parmi les obligations, il y a ce qu'on appelle un cahier de chantier. Alors, un cahier de chantier doit être pris nécessairement par le contractant avec l'administration. Alors, dans ce cahier de chantier, il y a une réunion, soit hebdomadaire, soit au niveau de 2 semaines. Alors, on va mentionner tous les remarques qui sont soulevées par la personne qui est chargée de suivre le contractant. Et parfois, cette personne, ou bien d'autres personnes que le maître d'ouvrage peut les nommer pour consultation, soit parmi les personnels qui sont dans son administration, ou bien il peut faire appel à des bureaux d'études, ou bien à une autre compétence pour faire le suivi du marché. Alors cette personne, bien sûr, il a une grande importance. C'est lui qui signe les décomptes. C'est lui, c'est pas les décomptes, les attachements. C'est lui qui signe dans les cahiers de charges. C'est lui qui signe le PV de réception où il y a la mention service fait pour commencer le calcul de décompte pour préparer le décompte soit provisoire, soit le décompte général et définitif, comme on va voir. Alors, une autre technique, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage délégué. Parfois, on parle de la maîtrise d'ouvrage délégué. Qu'est-ce qu'on prend par un maître d'ouvrage délégué? Mais il y a un maître d'ouvrage. Parce que le décret, il parle d'un maître d'ouvrage. Par exemple, la commune urbaine va passer un marché de la construction d'un bâtiment, ou bien d'un édifice administratif. Alors, le maître d'ouvrage, c'est la commune urbaine. Alors, c'est elle qui est responsable, c'est elle qui va nommer la personne, c'est elle qui va nommer son équipe, des ingénieurs, des techniciens, des architectes. Mais il y a la possibilité de nommer une autre personne à travers la conclusion d'un autre type de contrat. Ça s'appelle le contrat de la maîtrise d'ouvrage délégué. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, cette technique contractuelle, elle trouve son applicabilité dans la vie des collectivités territoriales.
Par exemple, une commune rurale, dans le monde rural, parce qu'on ne parle plus aujourd'hui des communes ruraux, parce qu'on a savait avec la Constitution de 2011, on ne parle plus de cette différenciation. Mais une commune, par exemple, dans le monde rural, il y a une commune dans une petite ville qui vient de lancer un grand marché de construction d'un édifice ou bien d'un monument historique. Alors, elle est incapable de faire le suivi avec une grande entreprise, puisque, vous savez, on sait toujours que même que le personnel des collectivités territoriales n'est pas assez qualifié comme le personnel des établissements publics ou bien le personnel de l'État. Alors, les communes, elles peuvent passer des contrats de la maîtrise d'ouvrage délégués avec un autre organisme de droit public. Par exemple, la plupart des contrats de maîtrise d'ouvrage délégués, ils sont passés par l'APDL, par exemple, ici dans la zone du Nord. L'APDL, c'est l'agence de promotion et de développement des provinces du Nord. Et là, les personnes compétentes, il a la qualité, il a la maîtrise, il a tout ça. Alors, il va exécuter le marché au nom de sa commune. Alors, il y a un autre type de contrat qui s'appelle le contrat de la maîtrise d'ouvrage délégué. C'est une technique, c'est-à-dire on parle de la direction. Ça, comment l'administration, elle dirige. Comment l'administration, elle dirige l'exécution du marché. Maintenant, comment il contrôle? Alors, le contrôle du marché, le contrôle, on ne parle pas d'une manière générale du contrôle du marché, parce qu'on va voir dans le deuxième ou bien le troisième chapitre le contrôle du marché, ça c'est autre chose. On va parler du contrôle juridictionnel, budgétaire, institutionnel, administratif, politique et tout ça. Non, on parle du contrôle des livres d'ouvrage dans le cadre du lien contractuel, dans le cadre de l'exécution du contrat. Alors, comment l'administration contrôle l'exécution du contrat? On a dit, il y a toujours le délai d'exécution. Il y a le délai d'exécution, bien sûr, dans chaque marché, il y a un délai d'exécution. Alors, une fois ce délai d'exécution n'est pas respecté, alors on ne doit pas, bien sûr, résilier le contrat, mais on doit infliger des sanctions, ce qu'on appelle les pénalités de retard. C'est-à-dire pour protéger et pour préserver l'intérêt général. C'est-à-dire, vous êtes contractant avec l'administration aujourd'hui, ok, mais vous avez tiré les documents avant de soumissionner, vous avez étudié le marché, soit dans son côté technique, financier, et aussi vous avez accepté l'exécution dans un délai de 6 mois ou bien d'une année. Alors, vous êtes appelé, monsieur, à respecter le délai. Alors, une fois vous n'avez pas respecté le délai contractuel qui est cité dans le contrat, alors il y a, bien sûr, des pénalités de retard. Bien sûr, les pénalités de retard, comme les intérêts moratoires et comme les révisions du prix, ils sont calculés en fonction d'une opération arithmétique, selon une équation. C'est-à-dire, il est calculé, ça dépend parce qu'on ne va pas appliquer les mêmes pénalités pour tous les marchés. Par exemple, ça dépend de l'importance du marché, ça dépend du montant réservé au marché, ça dépend aussi, un petit marché, c'est pas un grand marché. Alors, c'est pour ça qu'il y a une équation qui fait le calcul. Alors, une fois, bien sûr, cette opération, elle est faite, on a calculé les intérêts, les pénalités de retard. Ces pénalités de retard, bien sûr, font l'objet d'un prélèvement automatique des comptes qu'on doit payer en contractant avec l'administration. Bien sûr, ce prélèvement, il est fait, bien sûr, par le comptable assignataire. C'est pas par l'ordonnateur, parce que l'ordonnateur n'est pas, bien sûr, il a une mission d'ordonnancement et d'engagement. Mais le paiement, c'est-à-dire le contrôle
du terme dans sa phase d'ordonnancement et dans la phase de la régularité et la légalité, elle est effectuée par le contrôleur de l'État. Et ce qu'on appelle le contrôle assignataire, c'est-à-dire le contrôleur, ou bien le contrôle qui est chargé de payer les décomptes, ou bien de payer la dépense en général. Alors, il y a une autre prérogative, et la prérogative la plus dangereuse, la plus importante accordée à l'administration, et qu'on ne la trouve pas dans les autres contrats, c'est la modification de la masse du travail. Alors, l'administration, bien sûr, elle a le droit, pour motif d'intérêt général, ou bien il a un pouvoir d'appréciation, mais à condition, bien sûr, d'en motiver. Parce que, quand on parle des prérogatives de l'administration, mais quand on parle des pouvoirs d'appréciation, il a le droit d'exercer ses prérogatives. C'est vrai, on reconnaît ça à l'administration en matière contractuelle, c'est-à-dire les contrats administratifs. On parle du droit de sanction, droit de contrôle. Tous ces prérogatives, il a le droit de les exercer parce que le contrat est lié avec le service public. Mais le pouvoir d'appréciation accordé à l'administration, à son tour, il est assujetti au contrôle de la légalité qui est exercée par le juge administratif, étant que juge protecteur de droits et libertés. Alors, l'administration, il a le droit de réduire la masse du travail, de diminuer la masse du travail. Mais si cette diminution, bien sûr, dépasse un seuil qui est très élevé, par exemple s'il dépasse 50%, à ce moment-là, on ne peut pas concevoir l'exécution du marché. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage va se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le marché. Alors, à son tour, il a le droit de demander la résiliation du marché. Parfois, l'administration, il a le droit de résilier le marché pour un motif d'intérêt général. Alors, l'administration, il va envoyer une lettre de motivation que le marché, une lettre de résiliation que l'administration, il a bien sûr décidé de résilier le marché pour un motif d'intérêt général. Bien sûr, on a dit que le motif d'intérêt général. C'est très difficile, bien sûr, de présenter une définition de l'intérêt général, parce que l'intérêt général s'inscrit dans le pouvoir d'appréciation, et bien sûr, c'est parmi les notions de droit administratif qui forment, qui nous donnent la différence entre le droit administratif et le droit civil. Mais comme je viens de dire que ce pouvoir d'administration, il est assujetti au contrôle de la légalité. Aussi, il y a la possibilité, bien sûr, il y a aussi le pouvoir de résiliation après mise en demeure. Par exemple, une fois que le co-contractant avec l'administration ne respecte pas ses obligations, à chaque fois, il ne respecte pas ses obligations, soit le délai contractuel, soit il ne respecte pas les remarques mentionnées par la personne chargée d'exécuter, chargée de suivre le marché, soit dans les mentions qui sont citées dans le cahier de chantier. À ce moment-là, on peut passer à la résiliation, mais le CCAGP, il a obligé l'envoi de la mise en demeure. On va vous envoyer la mise en demeure et on va vous donner un délai pour ajuster et pour s'assurer bien sûr des remarques qui sont données aux contractants avec l'administration. Alors, une fois où vous n'avez pas respecté les recommandations, à ce moment-là, on va passer à la résiliation. Aussi, il y a un cas de figure de la résiliation. Il y a la résiliation de plein droit. Alors, la résiliation de plein droit, bien sûr, c'est comme les exemples que je viens de donner. Par exemple, la mort, dès que le contractant avec l'administration, il n'y a pas une possibilité des ayants droit d'exécuter le contrat.
la difficulté, il y a aussi une impossibilité d'exécuter le contrat, par exemple pour des raisons de difficulté. Bien sûr, il y a aussi les clauses qu'on appelle les clauses extra-contractuelles qui donnent la possibilité ou bien le droit à l'administration de résilier le contrat. Ces clauses extra-contractuelles, pourquoi on dit extra-contractuelles? Extra-contractuelles sont hors de la volonté des contractuels des deux parties. Par exemple, le cas des inondations, le cas des catastrophes naturelles, les cas des pandémies, les cas de guerre, alors, sont des raisons, ce qu'on appelle le fait de prince, les ségestions imprévues et la force majeure. C'est-à-dire, ce sont des événements qu'on peut les classer par ce qu'on appelle, qui portent des aléas, soit des aléas administratifs, des aléas techniques, ou bien des aléas économiques. Alors, ces raisons extractuelles, bien sûr, sont qualifiées comme des raisons qui donnent, bien sûr, la possibilité à l'administration, bien sûr, de recourir à la résiliation. Alors, il y a, bien sûr, comme on a oublié de citer, la résiliation comme sanction, c'est le cas de la mise en demeure, mais il y a une possibilité qui est donnée au maître d'ouvrage. Une fois on va passer à la résiliation après mise en demeure, parce que la résiliation après mise en demeure, comme elle est prévue par le CCAGT, on envoie la mise en demeure et on lui donne un délai pour exécuter et pour exécuter les remarques. Une fois il ne va pas accepter, à ce moment-là, on passe à la résiliation. Mais, pour sauver le marché, parce que même dans l'administration, ne s'inscrit pas dans son intérêt de résilier le marché. Parce qu'une fois on va résilier le marché, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va être obligé de lancer un autre marché. Ou bien on va saisir le juge administratif. Si on va saisir les juridictions administratives ici au Maroc, on va trouver plusieurs dossiers, plusieurs recours en matière de marché public que l'administration ne donne pas suite. Alors, l'administration n'est pas dans son intérêt de recourir au litige. C'est pour ça on va avoir dans la deuxième partie les modes alternatifs de règlement des litiges et l'arbitrage et la conciliation conventionnelle de tout ça et le recours administratif, c'est-à-dire pour sauver les marchés. Alors, parmi les techniques qui étaient prévues par le CCAGT, je pense l'article 70 ou 71, qui a donné la possibilité au maître d'ouvrage d'instaurer ce qu'on appelle la régie, c'est-à-dire de résilier le marché et de créer une régie qui va être chargée d'exécuter le marché, c'est-à-dire qu'on va absenter le contractant, mais on va créer une régie, comme la régie de défense ou bien la régie de recettes, on va créer cette régie qui va être chargée d'exécuter le projet jusqu'à la fin. Après, bien sûr, on va liquider le marché de son côté financier et budgétaire. Bon, voilà, on a essayé, bien sûr, de donner, premièrement, notion générale sur la notion du marché et les difficultés qui sont liées à la définition du contrat du marché, c'est bien sûr son rapport toujours avec la notion de service public qui, à son tour, il connaît toujours des difficultés et évolutions, bien sûr, dans sa notion. Après, on a essayé de présenter les types de marché admettant plusieurs critères, les critères de mode de passation et les critères de mode d'exécution, les critères de créer, les critères de l'objet. Et aussi, on a essayé de donner quelques exemples, de présenter l'approche procédurale en matière de marché public, c'est-à-dire l'appel d'offres, la commission des vertus du pli, le choix, la notification, l'approbation et l'exécution, et quels sont les droits accordés aux contractants avec l'administration et les prérogatives accordées à l'administration, et bien sûr quelles sont les prérogatives, et aussi tout ça bien sûr sous le contrôle du juge administratif. On va
Ça, ce qu'on va le voir dans le dernier chapitre en matière de contentieux du marché public qui va être réparti en contentieux contractuel et contentieux pour excès de pouvoir.